pour moi. Très bien. Bonsoir tout le monde, merci d'être ici ce soir. Le thème de la discussion ce soir, c'est on va parler de UI pour Android, et en particulier pour les applis natives. Donc on va regarder ce qui existait avant, on va regarder comment ça marche aujourd'hui. On va voir les choses intéressantes, les soucis qu'on peut y trouver, les points de difficulté que moi j'ai rencontrés. Et enfin, je vous ferai part donc de mon Rex et de recommandations pour vos projets si jamais vous êtes amené à rencontrer tout ça. Donc, je m'appelle Christophe Debache, je suis architecte à la Mobile Factory ici à Capgemini. Je travaille pour Stellantis, un peu en ce moment pour EDF. J'ai fait l'appli Sephora. Voilà, j'ai fait un petit peu... Rien du tout? Plus haut? Ok. Donc du B2B, du B2C, B2E, un peu tout. Voilà. Mais Android. Très bien, donc comme je vous le disais, on va d'abord regarder comment Android fonctionne depuis toujours. On va regarder comment Jetpack Compose fonctionne, on va comparer les deux systèmes, je vais vous faire part de mes Rex, et puis on conclura, et je prendrai avec grand plaisir toutes vos questions. Alors, le système de vue à l'origine des temps. Ça, c'est une capture d'écran que j'ai prise sur une vidéo du Google I.O. de 2019. C'est copyright Google, hein, c'est eux qui l'ont fait. Qu'est-ce qui est intéressant là-dessus? C'est de voir que depuis la toute première version d'Android, en 2009, jusqu'à... Alors, c'est le Google I.O. de 2019, donc ça ne va pas plus loin. Mais en fait, il ne s'est pas passé grand-chose dans le monde de la UI. Le UI Kit d'Android était en place dès la première version. Ils l'ont optimisé naturellement. Ils ont ajouté des capacités, par exemple les Recycler View qui permettent d'afficher des longues listes. Un élément super important, c'était le Constraint Layout qui a enfin permis d'avoir des layouts sophistiqués sans trop de profondeur. Ça a quand même simplifié la vie. L'arrivée de Kotlin. Et enfin, les Architecture Components qui n'ont pas l'air très importants ici, mais d'après moi, c'est un des enablers de Jetpack Compose. Sans les Architecture Components, ça serait plus compliqué. Voilà. Donc, depuis 2009 jusqu'à 2019, on a toujours écrit de la UI Android de la même façon. Comment ça marche? Alors, je vais prendre une analogie pour ceux qui ne connaissent pas bien le mobile et qui sont plus web. Imaginez, vous avez une page HTML, ce serait l'XML sur Android. Vous avez votre fichier JavaScript, ce serait le Java ou le Kotlin. Vous allez avoir vos CSS, ça va être les différents fichiers XML, au pluriel. Et voilà, c'est un peu ça le concept. Alors on va regarder pour la partie View, qu'on retrouverait dans la partie JavaScript. Les views, en fait, c'est assez simple. C'est un système de hiérarchie et d'héritage assez traditionnel. Toutes les vues sous Android héritent d'un objet qui s'appelle View. Et toutes les views donc, ont un certain nombre de propriétés en commun. Elles ont leur taille, elles ont du padding, elles ont de la marge, elles ont de la visibilité, elles ont de l'alpha et elles ont un certain nombre de méthodes. Et je m'arrête ici. Le fichier view.java, il fait plus de 30 000 lignes. Donc il fait quand même pas mal de trucs. Et toutes les vues étant de celle-ci. Et on a des view groups qui sont elles-mêmes une view. Et dans un view group, vous avez compris, on peut mettre d'autres view groups ou d'autres views. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc plus votre vue est spécialisée, si on va vers un texte edit, il va avoir des propriétés, il va avoir des méthodes supplémentaires puisque ça se spécialise de plus en plus. Donc plus votre objet est spécifique, plus l'objet est gros. Très bien. Ça, c'est pour la partie views. La partie XML, on reprend l'analogie, ce serait l'HTML, qui définit la structure de l'écran, qui définit comment sont positionnés les objets les uns par rapport aux autres. Ils ont un certain nombre de propriétés, donc quelle est leur largeur, ou alors ça peut être complètement dynamique, mais on va donner la margin, on va donner le padding, on va donner un certain nombre de choses, qui d'ailleurs peuvent être réglées aussi par la partie Java et Kotlin. On se dit, tiens, on peut régler les choses de plusieurs façons. OK.
pour le rendu, ça ne rend pas la vie simple au téléphone, parce que les rendus dans ces versions-là, ça se fait en plusieurs passes, et c'est des passes qui sont récursives. Donc si vous avez des téléphones bas de gamme, et que vous avez des grands niveaux de profondeur dans vos hiérarchies, dans vos layouts, sur des téléphones entrée de gamme, vous allez pouvoir sentir des lags au moment des transitions. Parce qu'il va falloir inflate l'XML, il va falloir regarder tout ce qu'il y a dedans, et il va y avoir plusieurs passes. C'est un peu dur à lire. Je vais vous montrer un pseudo XML tout à l'heure, dans lequel j'ai retiré tout ce qui ne sert à rien. L'XML est assez verbeux, donc quand vous avez un écran qui est complexe, votre fichier il fait des pages et des pages. Et puis, notre souci, notre limitation qu'on trouve dans l'XML, c'est qu'en fait, quand vous allez écrire votre structure de fichier, quand vous allez écrire votre XML, Android Studio ne peut pas tellement vous aider. Il va falloir mettre des textes en dur, ou des samples, des images en dur ou des samples en l'occurrence pour les images, pour que le rendu apparaisse sur Android Studio. Sans quoi, vous allez vous retrouver avec des choses en pointillés qui ne vont pas se voir. Et c'est hyper dur de se rendre compte à quoi ça va ressembler. Donc vous allez compiler, vous allez faire tourner sur un téléphone. Donc la preview, elle n'est pas terrible. Je vais l'évoquer juste après, mais c'est le bon moment d'en parler aussi. La structure des écrans définie en XML, elle est statique. Imaginons que vous avez un écran où vous devez afficher, je ne sais pas, 2 card view. Et au moment du runtime, vous avez besoin d'en afficher qu'une, ou l'autre. Et en fait, dans votre XML, vous allez devoir définir les deux cas. Et c'est au moment de l'exécution que vous allez dire « Ah, je suis dans tel cas, donc je vais cacher tel card view ou tel autre. » Ce qui implique qu'au moment du rendu, Android Studio ne va pas vous aider, vous allez voir les deux cards. Donc ça peut quand même perturber votre preview, c'est pas terrible. Ok, donc ça c'est l'existant. Et ça fonctionne, et ça fonctionne encore aujourd'hui. Il n'y a aucun problème pour tout ce que je vous ai expliqué là. Ça peut tourner dans un projet, vous faites New Project sur Android Studio, et vous pouvez commencer avec de XML et du Java, même du Java, ce que je déconseille. C'est possible et ça marchera. Mais vous allez vous retrouver face à aux problèmes que tous les développeurs rencontraient, ceux qui n'ont pas switché. Vous allez déjà devoir binder l'ID de la vue que vous avez définie dans votre XML avec un objet Java ou Kotlin pour être capable d'agir dessus. Donc là, on sent bien qu'il y a eu un gros problème parce qu'à l'origine, c'était les FindView by ID. Pour les plus vieux, pour ceux qui ont utilisé Android il y a bien longtemps, c'était la seule solution. Il fallait écrire pour chacun des champs qu'on voulait manipuler FindView by ID, entre parenthèses, R.ID, le truc. Mais là, c'était un souci parce que vous pouvez vous tromper, vous pouvez prendre l'ID d'une image et la caster en text view, et le compilateur ne peut pas vous aider là-dessus, et vous vous rendez très vite compte à l'exécution. Butterknife, avec un peu d'injection de dépendance, a simplifié un peu les choses, a réduit la quantité de code, mais malgré tout, c'était pas terrible. Data binding, qui a été rapidement abandonné, et puis view binding, enfin on est arrivé à quelque chose qui était satisfaisant, il y avait quasiment plus de code. Mais on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, on ne peut pas étendre des classes avec du view binding. Bon, il y a des limitations. Il y a beaucoup de fichiers à écrire. On va le voir tout à l'heure. Vous allez avoir du Kotlin pour votre code principal, mais vous allez avoir l'XML de votre structure, vous allez avoir un XML pour les thèmes, vous allez avoir des XML pour des couleurs, vous allez avoir un autre XML pour les dimensions. Bref, votre Android Studio, il est ouvert, vous avez déjà 10 onglets d'ouvert pour faire des choses qui sont simples. C'est pas très propre. Je l'ai évoqué tout à l'heure, pour positionner les éléments, on peut le faire dans l'XML, mais aussi on peut le faire dans le Kotlin. On le fait où? Les deux marchent, bon, ok, selon les cas. On a parlé des écrans qui sont statiques, donc l'XML doit déclarer toutes les vues pour tous les cas. Les previews, elles ne sont pas terribles, on n'a pas possibilité d'interagir avec les previews. Et j'ai déjà parlé rapidement des performances qui peuvent être médiocres si vous avez beaucoup de vues qui sont imbriquées les unes dans les autres. Mais bon, tout ça, ça marche. Ça marche. Maintenant, la tendance, et voilà comment on va changer la façon de développer. Et quand je parle de changement, c'est un vrai changement. Alors tout d'abord, pourquoi Jetpack Compose est arrivé? Alors j'ai parlé d'un certain nombre de limitations, de pain points, les développeurs, d'irritants, on va dire, qui vont faire que c'était pas terrible. Bon,
L'ancienne méthode, elle date de 2009. Alors, quand on regarde la définition des écrans, on fait x8 par rapport à ce qu'on faisait en 2009. Également, la taille des dalles n'a plus rien à voir. Donc, la quantité d'éléments qu'on peut afficher sur un écran, la quantité de choses avec lesquelles on peut interagir, n'a plus rien à voir avec ce qui se passait en 2009. Donc, il faut changer un petit peu de système. On a parlé du fait que le terme technique, selon moi, c'est que c'était un peu bordélique. Il y avait trop de fichiers, trop de code boilerplate à écrire. Et quelques autres petits soucis. Les développeurs se plaignaient du fait que quand on utilisait des vues du système, donc des text views, des edit textes, des choses comme ça, c'était des objets qui appartiennent à l'OS. Donc si jamais il y avait des bugs ou des choses qui ne fonctionnaient pas bien, il fallait attendre la prochaine release d'Android. Et on sait que les releases ne sont pas déployées à la même vitesse sur tous les devices, donc c'est des soucis. Ça a été contourné ces dernières années avec des librairies de compatibility qui permettaient de décorréler l'utilisation de ces composants, de ces vues, de l'OS. Ça a amélioré la vie, mais voilà. Le dernier point, le quatrième point ici, c'est plus de la philosophie de l'architecture. La source de vérité des données. Ça c'est un vrai sujet. Dans les views, à l'ancienne, les vues, certaines vues ont leur propre état. Elles ont leur propre data. Et quand vous avez besoin de manipuler des datas dans vos règles métiers, dans vos view modèles, vous vous retrouvez avec de la data dupliquée. Je vais donner un exemple qui, j'espère, va illustrer un peu mieux. Imaginons que vous ayez un écran à designer dans lequel il y a la saisie d'un IBAN. Okay, on a toujours un IBAN à saisir à un moment donné sur toutes les applis de paiement et autres. Et l'IBAN, c'est une suite de chiffres et de lettres. Et en général, on les formate pour que ce soit plus facile à lire. Donc il y a des espaces qui sont insérés de temps en temps. D'accord? Donc imaginons vous commencez à taper votre IBAN. L'édit texte, il va commencer à appeler... il va pas être capable de formater lui-même. Ce n'est pas souhaitable que la vue prenne ce genre de décision. Donc l'éditeur, il va dire à son view model, voilà, on a tapé sur 1, puis on a tapé sur 2, puis on a tapé sur 3. Le view model, lui, il va dire, ah ok, il y a déjà eu 4 ou 5 caractères, très bien, donc j'ajoute un espace, je fais le formatage qui va bien. Il va vouloir le remonter à la UI. La UI va dire, ok, je prends ça et je le mets dans mon éditeur. Mais le fait de mettre dans l'éditeur, votre éditeur, il va vouloir dire, ah, la valeur a changé. Donc l'éditeur va redire au view model, tiens, formate-moi ça. Alors que ça vient juste d'être formaté, à l'initiative du view model. Évidemment, on peut contourner ça, on peut mettre des states, on peut mettre des booléens, on peut désactiver les listeners au moment où on sait qu'on va paramétrer l'éditeur. On peut contourner toutes ces choses-là, il n'y a aucun souci, mais c'est pas beau. On sent qu'on est en train de bricoler, quoi. Bon, tout ça sera réglé grâce à Jetpack. Parce que les composants de Jetpack, eux, sont stateless. Ils n'ont pas d'état. Ils n'ont pas d'état par défaut, mais c'est à vous de les gérer. Et enfin, je le disais en introduction, l'arrivée des architecture components, pour moi, a finalisé l'alignement des planètes pour qu'on puisse vraiment avoir le Jetpack Compose en place. Depuis 2019, un peu avant même, on peut faire du développement réactif. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir vos vues modèles qui vont mettre à jour des states ou de la data, et vous allez avoir votre couche de présentation qui va réagir au changement d'état. Et tout ça en étant ce qu'on appelle lifecycle aware, c'est-à-dire que si votre téléphone, si votre appli est en focus, ça va réagir correctement. Si vous recevez un SMS ou un appel, la gestion des mises à jour va être prise en compte. Quand vous sortez de votre SMS ou de votre appel, vous allez recevoir la dernière valeur. Voilà, ce sont des possibilités qui existent. C'est des composants donc lifecycle aware qui permettent d'avoir une UI bien en synchro avec les couches de vue modèle. Voilà. Voilà pourquoi Jetpack Compose est arrivé. Alors qu'est-ce que c'est? Construit en 2019, version stable en 2021. C'est un ensemble de composables, de widgets. Je dirais indifféremment composables et widgets. Les gens qui connaissent, s'il y en a qui connaissent Flutter, bon, widget ça doit vous parler, parce que c'est que des widgets. Et la philosophie est vraiment super proche. La philosophie est vraiment très très proche. Donc quelqu'un qui a compris Flutter va pouvoir rentrer tranquillou sur du Jetpack Compose. C'est un compilateur, puisqu'on va faire quelques annotations
et on va avoir un plugin qui va déclencher un compilateur et qui va générer énormément de boilerplate code que vous n'allez même pas voir. Il va y avoir plein d'émissions, d'événements. Ça se passe en dessous. Et surtout, un point qui est hyper important, c'est que Jetpack Compose il est complètement compatible avec le legacy. Compatible dans les deux sens. C'est-à-dire, vous pouvez avoir un vieux projet legacy sur lequel vous travaillez aujourd'hui et vous allez vous dire, au sein de mon écran, je sais pas, l'écran d'accueil, j'ai envie d'avoir une partie en Jetpack Compose. Ça, c'est possible. Inversement, vous avez une appli toute nickel, bien écrite en Jetpack Compose, mais vous avez envie de récupérer un asset existant qui a été écrit avec de l'XML et des views. Pareil, vous pouvez l'intégrer. Ça marche bien dans les deux sens. Donc, à ce stade, il n'y a aucun frein. OK. Alors, on va rentrer un petit peu plus dedans. L'XML, on oublie, il n'y a plus d'XML. Et ça fait du bien. Même si c'est compatible, on l'a dit. Les écrans sont construits, tout est construit en code, en Kotlin. Et c'est juste de l'imbrication de composables les uns dans les autres, pour faire simple. Ça suit vraiment la même philosophie que Flutter, ou pour les fans d'Apple, c'est les mêmes principes aussi que SwiftUI. C'est la même philosophie. Un composable, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui ressemble à une méthode. Ça ressemble à une méthode statique qui vient de nulle part et qui est annoté avec add composable. Et ce add composable, c'est ça qui va faire que le compilateur derrière, il va générer tout ce qu'il faut. Et contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure, où les views, c'est donc la view, la classe de 30 000 lignes qui grossit au fur et à mesure qu'on spécifie et qu'on hérite de ce composant de base. Là, au contraire, les composables sont des objets très petits et très spécifiques. Et il y a un nombre très limité de propriétés pour chacun. Mais des propriétés qui ne servent que à ce composable. Donc on n'hérite pas de toute la hiérarchie. Après, les composables, il va falloir les modifier. Donc on a des modifiers qui permettent de changer un peu le look du composable, de lui donner un peu d'espace sur les côtés, de lui attribuer un background, de lui donner une taille en largeur, en hauteur. On peut faire un certain nombre de choses. On peut lui accrocher un élément cliquable, on peut faire beaucoup de choses. Et quoi d'autre de sympa? Oui, si, les previews sont super cool. Alors ma souris, voilà. Ce que vous voyez là à droite, c'est un extrait d'un écran sous Android Studio. Et vous voyez que j'en profite pour dire que la gestion des modes, des thèmes est simplifiée. Et c'était vraiment une difficulté et un irritant fort à l'ancienne. C'est la gestion des couleurs, la gestion des thèmes, la gestion du mode clair et du mode dark. C'était l'horreur. Et c'était rare de tomber sur une bonne appli qui supportait bien les deux modes. Ici, ça se fait très facilement. Et là, la preview, donc voilà, vous voyez tout de suite en dark et en light. Et puis même, on le verra tout à l'heure, on peut interagir avec la preview. Donc si votre composable il est un peu dynamique, il fait des choses quand on clique dessus, vous allez pouvoir le faire dès la preview. Et même, alors j'ai jamais encore trouvé l'utilité personnellement, mais on peut même dire, par exemple, la liste là qu'on voit en bas, juste ça, j'ai envie de le faire tourner sur mon téléphone. On peut choisir un composable, et on dit, clac, je veux faire c'est comme si on faisait un petit APK qui ne contenait que ça. Ok, alors, les 2-3 slides qui suivent, c'est celles où il faut être en forme, parce que c'est le cœur du fonctionnement. Si vous avez pigé ça, c'est bon, ce soir, vous faites du compose. Il y a une formule incroyablement simple, mais que j'ai trouvée extrêmement pertinente, c'est UI égale f de state. La UI reflète un état. Si un état change, a priori, ça doit se refléter sur la UI, mais si un état ne change pas a priori, la UI, elle n'a aucune raison de changer. Donc c'est vraiment, la UI est drivée par les états. Quand un état change, ça va se refléter, a priori. Et du coup, quand on est dans notre arbre de composables, à certaines branches, on va observer un certain état. Et si celui-là change, c'est uniquement cette branche-là qui va changer, qui va se rafraîchir. Les autres branches qui ne sont pas concernées par ce changement d'état ne seront pas refresh. Ça va optimiser énormément les procédures de refresh. Alors comment ça fonctionne? Vue d'hélicoptère. Vous avez
systématiquement une composition, et une seule composition, qui consiste à setter vos états de départ, ou à dire ce que vous voulez observer. Et après, il va y avoir n recompositions. À chaque fois que l'état que ce composant a en dépendance, finalement, dès que l'état change, il va y avoir des recompositions. D'accord? Mais à minima, si vous faites un texte tout bête qui n'affiche rien du tout, il y aura juste une composition. Et c'est tout. OK? Ça, c'est fondamental. On va descendre un peu dans le dur, un peu plus. On va dire qu'ici, j'ai deux versions. Est-ce que c'est le même composable? Peu importe. Mais on va dire que ça, à gauche, c'est un composable qui définit son propre état et qui va se permettre de le modifier. Dans le deuxième cas, c'est un composable qui va aller observer un état défini par un autre composant. Et très vraisemblablement, le bon endroit pour le mettre, c'est dans le vue modèle de son écran. OK? Pourquoi il y a ces deux différences? Dans le deuxième cas, on va dire que ce sont vraiment des états applicatifs. J'ai fait un appel service et j'ai reçu ma réponse. Donc là, c'est le vue modèle qui va s'en occuper, il va déléguer à son repository qui va aller faire les traitements compliqués, etc. Mais au bout du bout, j'ai demandé un document quelconque, je le reçois, je mets à jour mon état et le composable qui a besoin d'afficher le document ou la liste d'éléments, il va se refresh. On sera plutôt dans le deuxième cas. Le premier cas, c'est un état qui a une portée, une visibilité locale à la vue. Donc on se dit, bon, à quoi ça sert vraiment? Mais en fait, ça va servir pour des choses un peu annexes. Imaginons, vous avez une petite animation avec une transition et vous allez déplacer un objet visuellement, hein, il va se déplacer, ou son fading va changer, va passer de 100% à 0%. Donc là, vous allez modifier la valeur d'un float qui va passer de 1 à 0, par exemple. Bon, en soi, c'est un état. Mais on parle juste d'une transition qui va durer une demi-seconde. C'est un état purement local à la vue. Il n'y a pas besoin de déclencher des choses sophistiquées, de descendre jusqu'au vue modèle. Là, c'est vraiment l'état du composable. Voilà pourquoi il y a ces deux approches. Je fais simple. Donc, en rouge, c'est la déclaration de l'état et sa valeur initiale. Et si je passe ici, je dis state égale 42, tiens, ce composable, il dépend de cet état, il va être recomposé. Et dans le deuxième cas, on observe donc un state qui a été défini dans le vue modèle, pour une raison quelconque, un événement asynchrone ou autre, on décide de mettre la valeur à 42. Comme le composable, il observait justement ce state, ça va déclencher sa recomposition. OK? C'est absolument fondamental, ça. Ah, et avant... quelque chose qui va revenir régulièrement dans ma présentation, c'est l'optimisation des recompositions. C'est les développeurs de Compose, ils font la chasse aux recompositions, quoi. Et c'est parfois pas hyper simple à détecter. Heureusement, on a Android Studio là, qui nous donne un coup de main. On a le Layout Inspector qui permet de visualiser pour un écran donné quelles sont les recompositions qui ont eu lieu. Et le but du jeu, c'est de garder les chiffres que j'ai entourés, c'est de les garder les plus bas possibles. Et quand vous agissez sur un bouton, si vous avez bien optimisé votre code, uniquement ce bouton doit se refresh. Normalement. Voilà. Donc au moins, les comptages de recomposition vont vous mettre en évidence ce qui ne va pas, ça ne vous donne pas la réponse, ça ne vous dit pas pourquoi, hein, ça vous dit juste, là, il y a des refresh inutiles. Très bien. Donc maintenant qu'on a parlé d'état, la théorie, et on va rentrer dans un cas un petit peu plus concret. Un truc tout bête, une liste déroulante. Une liste déroulante, ça paraît idiot, mais en fait, il faut regarder d'un peu plus près. Une liste déroulante, finalement, ça a deux états. Alors si je peux avoir ma souris, ce serait top. Voilà. Finalement, ça a deux états. Une liste déroulante, elle est ouverte ou elle n'est pas ouverte? Une fois qu'on a dit ça, eh bien, on va avoir... la première composition va consister à dire quel est l'index qui nous intéresse pour le moment. On va dire 0 pour le moment. Et dans quel état est la liste déroulante.
début, on va la mettre à false. Quand on arrive sur un écran qui a une liste déroulante, bien souvent, la liste déroulante, elle est fermée et on voit l'index sélectionné, il est affiché, quoi. Okay. Pour les vieux de la vieille, pour la vieille méthode, ça s'appelle un spinner sous Android, pour des raisons bon, historiques, mais on parle bien d'une liste déroulante. Très bien. Donc comment ça va se passer? Le composable, il a créé ses observables. Donc là, on est typiquement dans un cas où le state, il est dans la vue. Il n'est pas dans le vue modèle. Le state est dans la vue. Il dit, voilà, bah, moi, au début, je commence à 0 parce qu'on m'a pas demandé, on m'en a pas donné un autre. Je commence à false. Il va commencer à se dessiner, il va dessiner donc la partie qui est en dessous. Celui où il y a écrit no priority. D'accord? Et puis, il va dire en même temps, tiens, si jamais on me clique dessus, voilà la lambda à déclencher. La lambda à déclencher va changer un état, va mettre le expanded à true. C'est au moment du clic. Mais bon, on le déclare et puis c'est tout. Et après, on va se poser la question, est-ce que je suis expanded? Ben non, il est à false là. Donc est-ce que je suis expanded? Non, done. C'est bon, j'ai affiché que cette partie-là. OK? Rien d'autre. Maintenant, évidemment, on va vouloir modifier la valeur. Donc l'utilisateur va cliquer là-dessus, la lambda va se déclencher, expanded va passer à true. Ah ah, on a changé l'état. On a changé l'état. Qu'est-ce qui se passe? Une recomposition se déclenche. Et donc c'est reparti. On va descendre ici. On dessine pour l'index. Il n'a pas changé, lui est toujours à 0. Très bien. Et là, on va se demander, est-ce que expanded vaut true? Oui, il vaut true, on vient juste de cliquer dessus. Du coup, on va afficher la liste des items. C'est ce qu'on voit ici. Et pour chacun des éléments, on va mettre une petite lambda qui va dire, si tu me cliques dessus, ben voilà, l'index, tu le mets à jour. Et puis, au passage, expanded vaut false. Et terminé. Très bien. L'utilisateur va choisir quelque chose là-dedans. La lambda associée va se déclencher. L'index va prendre la valeur de l'élément. Expanded vaut false. Ah, on a touché à l'état. Il va y avoir une recomposition. On y retourne. Recomposition, clac, clac, clac. On affiche celui qui est derrière. Est-ce qu'on expanded? Ben non, parce qu'on vient de passer là-dedans, et terminé. Voilà un cycle où une vue simple va nécessiter la définition d'un état. Et ça, c'est un peu perturbant, parce que quand on vient du monde legacy Vue XML, on n'a pas à se poser ces questions. On dit, on prend un spinner, ça s'appelle spinner, bon. On prend un spinner, on lui donne des items, et le fait de s'afficher ouvert ou fermé, ça se fait tout seul. Donc il y a une petite frustration, et je ne vous cache pas que les tout premiers cas où j'ai utilisé Compose, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On est obligé d'écrire du code pour des choses aussi simples. Mais après, c'est magique, parce qu'en fait, les états, c'est vous qui les contrôlez, c'est pas la vue. OK? On peut même faire un cas, j'ai mon Android Studio, là. Pouf. Ah oui, il est là, du coup. Ah, il y a un spoiler alerte. Zut, je suis pas sur la bonne page. D'accord, bam. Tac. Et puis, on va regarder Device Manager. J'ai du mal à lire. Running Devices. Il ne se connecte pas. Si, voilà. Tac. Vous voyez quelque chose? Pas encore. Désolé. Pixel 7 Pro. Très bien. Ce qui est intéressant, c'est surtout... Ok. Bon, là, c'est une petite... ça, c'est écrit en Compose. C'est une petite appli de démo, hein, qui n'est pas très jolie. Mais on va retrouver, vous voyez, le petit priority là, que je vous ai montré tout à l'heure. On va se mettre en mode debug. Ah. C'est ça, si je ne me trompe pas. OK. Et on va regarder ce que je vous ai expliqué par l'oral avec les petites flèches, etc. On va le voir. Je vais cliquer sur No Priority. Clac. On est dans le cas où, ça y est, c'est le clic qui a été détecté parce que j'ai cliqué sur la zone de derrière. Là. Et là, on voit le expanded, il va passer à true. Je fais run. Boum, je retombe sur ma composition. C'est une recomposition. On va le laisser faire. Et là, on va se poser la question, est-ce que expand, que vaut expand? Ben, il vaut true. Ah, du coup,
Voilà, la liste, elle s'affiche. Et je vais choisir Medium. Boum, je tombe sur la lambda qui a été déclenchée par l'item Medium parmi ceux qui étaient affichés. Expanded vaut false. Donc ça va provoquer un refresh. L'index, il vaut l'index de mon item. Et puis, je vais signaler au reste du monde que j'ai cliqué sur cet élément. Bon. Pouf. Oui. Est-ce que vous pouvez agrandir le texte? Ah, pardon. Ouais, d'accord, c'était... Désolé. Vous voulez que je recommence ou... Oui. Allez. Attends. Ok. Alors, mon truc est un peu en vrac. Donc, je dois être en... Ok. Alors, on recommence. Attendre. Une question, est-ce que le listing, c'est à l'intérieur de ViewModel ou bien juste à l'intérieur de vue? Les deux sont possibles. Et ici, en l'occurrence, dans ce cas-là, c'est à l'intérieur de la vue. Et du coup, dans le cas d'un ViewModel, est-ce que à chaque changement de statut, est-ce que toute la vue s'agenda à chaque fois, il y a un changement de ViewModel ou bien juste la petite partie de l'objet qui va... Tout est possible. Ici, l'optimisation, elle n'est pas faite. Donc si je mets le Layout Inspector, vous allez voir que dès que je change quelque chose, si je change la propriété de la note, là c'est une application de note, en fait l'état qui représente la note à afficher change dans son intégralité, et donc la UI change complètement. Là, ça manque clairement d'optimisation. Du coup, par exemple, j'ai besoin de juste un changement d'une seule partie. Donc on doit juste optimiser pour quand on change de statut, ça devrait rendre que cette partie, pas toute la vue. Oui. Donc ce que vous pouvez faire, c'est dans votre vue, vous allez observer cet état qui contient tout, et vous pouvez dire, je fais un état dérivé, par exemple, qui contient juste un booléen, parmi ce modèle qui peut être complexe, où vous avez plein de choses, et vous pouvez dire, oui, mais quand le booléen un tel change, j'ai envie de refresh juste un tout petit bout. Vous pouvez déclarer dans votre vue un état qui est dérivé de l'état principal et qui va... et donc, ça devient un vrai état en soi et vous pouvez réagir que sur ce changement d'état. C'est quoi booléen? Et comment vous B-O-O-L-E-A-N, l'écrivez? enfin en anglais. C'est une valeur qui vaut vrai ou faux. Non, parce qu'il y avait un autre sens. Pour moi, c'est ça, vrai ou faux. Ça pour le code dans la 3D, c'est quand il y a un cube et qu'on rentre en notre forme que ça va couper. Ah ok, bah, je connais pas dans la 3D. Là, c'est dans la logique de boole, true, false, or, XOR, ces choses-là. Alors, on le déroule, je clique sur l'élément. Ici, on est dans le... Donc là, j'ai cliqué sur l'élément de fond. Mon expanded passe à true. Du coup, ça va provoquer une recomposition. La liste complète va s'afficher parce que là, maintenant, expanded vaut true. Et voilà. Alors, attendre. Et à nouveau, je fais une sélection. Le fait de faire une sélection, expanded va passer à false. Il y a une recomposition. Est-ce que expanded vaut true? Non. Du coup, ça s'affiche. Attendre. Voilà, ça s'affiche comme ça. Vous avez vu que mon écran il est passé tout bleu. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Ça veut dire qu'il y a un refresh de tout l'écran. Donc là, c'est pas optimisé. Là, c'est pas optimisé. Oui, bien sûr. Alors ça, c'est un composant générique que j'ai utilisé dans d'autres cas. Donc ça veut dire que si les devs ne sont pas spécialement consciencieux, sur une prise de notes, il peut y avoir un redrop complet de lui à chaque fois que tu tapes une lettre. On peut aller jusque-là, ouais. Ouais. Faut faire attention, ouais. Bon, après, ce n'est pas obligatoire. Après, tu as des objets qui te permettent d'éviter ça. Ouais, mais ça veut dire que par défaut, ça va redrop toute lui. Il faut faire quelque chose en plus pour optimiser ça. Oui. Pardon? Non, là j'ai utilisé le drop-down. Attendez. Clac, clac, clac. Voilà, drop-down menu. C'est le menu comme il disait hamburger.
Non, ça c'est le choix. C'est les quelques éléments là, je les réaffiche. Voilà, attendre. C'est les textes qui s'affichent ici. Alors c'est peut-être pas très clair. Hein. C'est peut-être pas clair. Et puis moi c'est pas facile. Voilà. Ouais, ok. C'est la drop-down, c'est ces 4 options là qui sont ici. Ok. Donc voilà le principe. Revenons à la presse. Et si vous avez compris ça, c'est tout bon. Le reste, c'est pas très important. Yes. D'accord. Alors les avantages, il y a énormément de reuse. Dès que vous construisez un petit composable, si vous l'avez bien fait, s'il prend un nombre limité d'arguments ou des arguments simples, la recommandation de Google, c'est ne passez pas des gros vues modèles, ne passez pas des grosses classes, parce que sinon le reuse il va être hyper limité, vous allez être bloqué dans ce contexte, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser ailleurs. Donc la recommandation de Google, elle est claire, vous pouvez passer 50 paramètres si vous voulez, optionnels, avec des valeurs par défaut ou quoi, mais restez sur des types simples, bas niveau, des strings, des bools, des int, des choses comme ça, quoi. Des enums. Ouais. On va voir tout à l'heure un exemple. La quantité de code à écrire, elle est réduite d'un facteur incroyable. Les performances sont très bonnes grâce à la Smart Recomposition. Pour les animations, c'est un bonheur. C'est un vrai bonheur. Quand vous avez fait des animations dans l'Android Legacy, vous savez que c'est à vous de gérer vos states, enfin vos floats qui vont passer de 0 à 1. C'est à vous vous avez énormément de choses à gérer. Là, vous avez des widgets qui font ça très très bien. Et la productivité, à titre personnel, j'ai la sensation qu'on peut gagner jusqu'à 30% ou plus même sur les projets. Pourquoi j'ai pas mis 50, 60 ou 80? C'est qu'en fait, dans des projets, vous avez toujours des appels services à faire, vous avez toujours de la base de données à stocker, vous avez toujours votre repository à écrire, votre vue modèle, vos use cases. Bon, bah là, Jetpack Compose n'agit pas là-dessus. Mais pour la partie UI, vous allez gagner beaucoup. Très bien. Alors, jusque-là, c'était sympa et tout se passait super bien. Mais attention au piège. Je viens juste d'en parler. Il faut passer des paramètres simples à vos composables. Sinon, vous allez vous retrouver bloqué dans des... Vous n'aurez pas autant de reuse. Il faut faire attention aux modifiers qui peuvent être cascadés sans trop s'en apercevoir. Et notamment quand tout fonctionne bien et vous dites « Ah bah tiens, je vais intercaler une box dans mon arbre. » Très bien, mais le modifier que l'appelant a passé, à tous les coups, vous allez oublier de le passer à cette box. Et il va être utilisé par le child de cette box. Et ça ne va pas marcher comme vous voulez, quoi. Et ça, le compilateur ne peut pas vous aider. Donc il y a parfois des bonnes séances de prise de tête. La gestion des states peut être confusante, comme on dit, peut être perturbante, notamment quand on vient du vieux monde. La gestion des states peut aboutir à des recompositions inutiles. Hein. L'exemple que tu donnes, ou que tu donnes quand on écrit un caractère, ça va peut-être changer une chaîne et du coup le state va changer et du coup si la UI elle observe tout le state, voilà, on peut avoir ces situations. Et on peut même avoir très facilement des loops infinis. Si vous rentrez dans une procédure qui modifie un état et un petit peu plus tard vous lisez l'état et vous décidez de le remodifier ou plutôt dans l'autre sens, vous allez retrouver dans des situations où exécuter du code modifie un état qui va vous faire rentrer dans un autre bout de code qui va aller modifier l'état et là, je vous garantis, la boucle infinie, elle marche très bien. Vous n'en sortez pas. Et puis juste pour une anecdote, à un moment, je me suis pris la tête une après-midi parce que j'avais un bout de code, un écran que je trouvais assez laggy. J'avais des listes avec des items, certes un peu compliqués, mais rien de ouf. Et ma liste, elle était laggy. Et en fait, en regardant les recompositions, il n'y avait rien d'anormal. Faire attention, c'est que quand vous débuguez, quand vous travaillez en debug, il y a une quantité incroyable de traces qui plombent les performances. Et en fait, Google dit si votre UI est laggy, d'abord investiguez, évidemment, regardez vos recompositions, et après, en cas numéro 2, faites une compile en release. Et là, pouf, c'était fluide.
Donc voilà, je vous le dis, si un jour vous avez une UI laggy et que vos recompositions semblent être correctes, les compteurs ne montent pas haut, eh ben, essayez de compiler en release. Très bien, alors, là le but du jeu, c'est pas d'aller dans le détail, c'est pas la peine de zoomer, c'est très visuel. Imaginons vous avez un écran comme ça à faire avec une image en conditionnel que vous allez afficher oui ou non, en dessous une liste d'éléments et puis 2 pauvres boutons en bas. Voilà le genre de choses que vous allez être amené à écrire à la façon view. Donc un XML, un pseudo, du Kotlin à côté, mais attendez, pas fini. Et puis il y a aussi, il faut construire l'adapteur, c'est au moins 100 lignes. Il va falloir, si vous souhaitez animer les items, il va falloir rajouter du code. J'en ai pas parlé, mais votre item, c'est sans doute pas juste du texte. Il y a peut-être du texte avec une icône, avec des choses. Donc il va falloir un layout pour l'item. Et bam, un XML de plus. Il va falloir styler tous ces éléments. Vous voyez, bon, c'est bon, vous l'avez, plein de trucs à faire. La même chose, et là c'est quasiment le code final, la même chose en compose. Ah, c'est plus sympa quand même déjà. On va regarder d'un peu plus près. Le haut du code là, qui est caché par ce morceau-là, finalement c'est ça. Qu'est-ce qu'on décrit? On dit, j'ai une colonne. Si dans mon vue modèle, l'image n'est pas nulle, je veux afficher l'image. Comme c'est une colonne, il y aura une liste. Donc comme c'est une colonne, il y a l'image ou il n'y a pas l'image. En dessous, il y aura la liste. Et puis en bas, il y aura les boutons. Là, c'est un enfant de 6e, il lit ça, il comprend la structure de l'écran. Après, on va aller dans le détail. Ok, c'est quoi my image? Bon, bah voilà, my image, je vous l'ai fait simple, hein, mais c'est un painter qui va prendre l'URL, qui va aller télécharger, l'afficher, etc., mettre en forme, mettre du padding et tout. Bon. C'est pas l'objet. My list, regardez comme c'est simple. Là, on va afficher une liste d'items. Donc on fait une lazy column qui va optimiser, qui va afficher que ce qui est affichable. Donc derrière tout ça, ça fait ce qu'un adapteur va faire, ça fait ce qu'une recycler view va faire. Là, ça ne va afficher que ce qui peut tenir à l'affichage et ça va gérer tout seul le recyclage. Et puis, on va boucler sur mes items. Et puis, pour chacun des items, ben voilà, mon composable, qu'est-ce que c'est? Ça va être un item. Et ici, pour la simplicité, j'affiche juste le texte. Et on a tout, là. Et bam. Et après, mes boutons, qu'est-ce que c'est? Il y en a un à gauche et un à droite. C'est une row, donc une ligne, qui va contenir 2 éléments, un bouton et un bouton. Et puis, là, j'ai mis les textes en dur, mais vous voyez. Ah, quoi. Quand on vient du legacy, qu'on voit ça, on se dit, waouh, c'est imbattable. Très bien. Quelques éléments de comparaison un peu plus techniques. Je trouve que l'APK qui est généré, il est très légèrement plus gros pour Compose, mais on est dans l'épaisseur du trait, c'est pas fondamental. Le temps de construction, c'est pareil, c'est pas fondamental. La taille du code, pour moi, grosso modo, alors ça c'est des chiffres qui viennent d'un article de Google, hein, j'ai mis le lien. 2 fois moins de code. De quoi on peut parler? Ah oui, ici un petit point sur le min-SDK. Donc les views et les XML, ça marche depuis l'origine des temps, depuis la version 1 d'Android, et ça marche encore aujourd'hui. En revanche, Compose ne marche qu'à partir du SDK 21. J'aurais dû mettre supérieur ou égal. C'est-à-dire que si vous voulez mettre du Compose sur un projet qui doit tourner sur du device plus vieux qu'octobre 2014, vous allez être coincé. Maintenant, bon, voilà quoi. On peut vivre avec cette contrainte, mais elle existe, il faut en être conscient, quoi. Je pense qu'ici, si je demande qui a un téléphone de 2014, voilà. J'avance, et là je vais vous faire part de mon Rex. Donc moi, pour avoir utilisé pas mal Jetpack Compose ces derniers temps, j'espère vous avoir fait toucher du doigt la lisibilité du code, la simplicité du code sur le fichier Kotlin par rapport à la quantité de trucs qu'il fallait écrire avant. Le code est beaucoup plus simple à lire. Il est très reusable si vous avez bien défini vos interfaces. Les optimisations, j'ai mis qu'un seul pouce bleu. Parce que quand il y a besoin d'optimiser, c'est là où on commence à s'arracher les cheveux. C'est là où c'est pas facile. Dans le cas général, ça se passe bien. Là, tout à l'heure, je vous ai montré l'application de notes. Effectivement, quand je change un statut, j'ai 3 refresh. Ouais, j'ai 3 refresh. 3 recompositions, c'est vrai, je l'avoue.
mais ça ne perturbe pas du tout la UI. C'est si je le faisais de façon intensive, là, il faudrait que j'aille chercher. Les stylings, alors c'est juste un bonheur. Les animations et les previews, on a vu quelques exemples, et puis c'est tout à fait compatible. Ok. Toujours sur mon Rex. C'est un petit peu plus compliqué pour les gens qui n'ont pas fait de Flutter ou qui n'ont pas fait de SwiftUI ou les vieux de la vieille qui viennent du monde Vue XML. Le passage avec ces histoires de state, c'est pas naturel. Pas naturel. Moi, en tout cas, c'était pour moi. Au début, il y a une marche, puis il y a une étape psychologique à passer. Et il faut se dire, non, ça doit être bien parce que tout le monde le dit, et insister un peu. Et après, pouf, révélation, et là, c'est du bonheur. Pas tant la partie réactive, parce que nous, on faisait du réactive avec des view models, des live data, des data flow, toutes ces choses-là, mais une UI écrite en XML. Mais il n'y a pas de stateless. Oui, c'est ça. Et le passage des views à compose, moi j'ai trouvé que c'était, en tout cas les premières semaines, c'était la face nord l'hiver, quoi. Avec des claquettes. Mais bon, allez, 3-4 semaines et puis vous êtes au point. Je vais vous montrer 2-3 dernières choses. L'ordre des modifiers est très important et ça c'est hyper perturbant. Et voilà, et puis je pense qu'on terminera pratiquement là-dessus. Alors du coup, il faut que je dézoome un peu parce que là je suis perdu moi. Non. Pitfalls. Voilà, j'y étais tout à l'heure. Et ça, on ferme, on n'a pas besoin. Yes, très bien. Regardez ces splendides morceaux de UI. Ici, j'ai voulu faire un rectangle, un carré, avec des coins ronds. Ben, celui-là, il ne marche pas et celui-là, il marche. Alors, on va regarder. Quelle est la différence? Celui-là, il ne marche pas. Alors, je vais zoomer un peu. Je vais cacher ça. Voilà. Ouais, du coup, je l'ai perdu. Mon pitfall. Paf. Voilà. Quelle est la différence entre celui qui ne marche pas et celui qui marche? Rounded background. Ouais, mais du coup, on ne voit pas les deux en même temps. Mais bon, là, on a size, background et clip. Et ici, c'est exactement le même code. Là, on a size, clip, background. Est-ce que border radius, ça peut aller? Non, là, il faut dire qu'il faut clip. Il faut clipper la forme avec une autre forme. D'accord? Ça s'applique dans l'ordre dans lequel... Oui. C'est pire que ça. C'est qu'il y a des commandes qui ont une portée globale au modifier. Donc, size en est un, background en est un. Et il y a des modifiers qui ont une portée pour les modifiers, enfin pardon, il y a des commandes qui ont une portée pour les commandes suivantes. Ça veut dire qu'en fait, Suivantes. Donc, c'est-à-dire dans l'autre sens en fait. pas toujours. Parce que ça c'est des portées, globales. D'accord? Donc là, j'ai toute ma taille, très bien. Ensuite, sur toute la taille, je dis, je veux du rouge. OK. Et après, ça a une portée sur les commandes suivantes. Donc je suis en train de dire, pour les commandes suivantes, je veux un clip avec des coins arrondis de taille 16. Ah ouais, mais je dis plus rien après, donc c'est pour ça, il ne se passe rien. Alors que là, je dis j'ai ma taille, j'applique un clip. Donc pour les commandes suivantes, ce clip sera appliqué. Et j'applique mon background. Vous avez inversé les deux. C'est la seule différence. Ouais. Voilà. Et ben, quand on voit ce genre d'écriture, on a l'impression qu'on est devant un builder, hein, quasiment. Il manque le point build, et puis ce serait un builder. On sait très bien qu'un builder, on appelle les méthodes dans l'ordre qu'on veut, et puis ça marche. Eh ben non. Alors, Google dit que c'est une feature. Non, il dit, il ne corrige pas, c'est une feature. Je n'ai pas compris. Non, mais ça veut dire... Et là, je vais vous montrer un deuxième. Background blue, clip, background red.
Ça veut dire que tu auras un arrondi de background red et derrière un background blue. Ouais, ouais, ouais. Donc on peut faire des trucs comme ça. Donc on peut se dire oui, ça permet de faire des choses super fines, hyper sophistiquées. Mais bon, dans la vraie vie, on se prend souvent les pieds dans le tapis, quoi. Et là, je vais vous montrer juste un deuxième cas un petit peu plus sophistiqué. Donc là, je me mets en mode interactif. Là, j'avais envie de faire tourner un carré rouge. Et là, la seule différence, alors on va le regarder, la seule différence entre les deux, allez, oui, non, c'est pas le bon, je suis perdu, ah voilà, les rotations. Là, je définis un state, c'est quelque chose qui oscille entre 0 et 360, gna gna gna. Et là, c'est celui qui ne marche pas. Ah non, si, c'est doit être celui qui marche, celui-là. Oui, voilà, c'est celui qui marche. Celui qui ne marche pas, il est là. C'est, j'ai ma taille, j'ai mon background, et j'applique sur le layer graphique l'effet de rotation. Ben oui, mais c'est pareil, lui aussi, il a une visibilité, il a un impact sur les commandes suivantes. Il n'y en a plus derrière, donc il ne se passe rien, quoi. On peut, ouais. Si tu veux essayer. Juste en dessous de graphic layer. Et mettre, point, background, puis color, point, green. C'est un excellent choix. Et voilà. Et on voit celui qui ne tourne pas. OK. Donc c'est feature. Mais ok. Ah oui, puis ici le tout dernier que je voulais vous montrer, c'était quand même aller sur l'éditeur, parce qu'on a beaucoup parlé des states. Allez, on va quand même en faire un petit dernier. Là, voilà. Un truc tout bête. J'ai un éditeur et je vais me mettre en mode interaction. Clac. Donc à quoi vous vous attendez là? Je vais taper. Bah, il ne se passe rien. Pourquoi il ne se passe rien? Parce que je n'ai pas géré mon état. Donc comment on va faire ça? On va déclarer en 2 secondes. Je vais me mettre là. Puis je pense que Copilot va m'aider. Je vais juste faire des tables, je pense. Voilà. Donc il me propose, et c'est correct, hein, il me propose un état qui va s'appeler texte. On va se souvenir de cet état. Et c'est un mutable state of une chaîne vide. Très bien, je prends, hein, ça me va. Je vous donne les explications. Voilà, l'état il est fait, bon, très bien. Maintenant, la valeur, ça va être mon état. C'est juste une chaîne. Hein. Et puis, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que quand il y a une mise à jour, quand le composant textfield me dit le texte a changé, qu'est-ce que je vais faire? Je vais modifier, voilà, super, il a bon. Je vais mettre à jour mon état. Normalement, je suis en auto-reload. Touk, 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 et voilà, c'est bon, ça marche. Mais c'est perturbant, hein. Pour les previews ou bien pour le code? Pour le vrai code, il faut recompiler et recharger. Pour les previews, c'est direct. Donc, pour les previews. Ça, c'est une preview qu'on voit à droite. Oui, oui. La solution que tu as implémentée. Ah non, ça c'est... La preview me montrait que ça ne marchait pas, parce que je n'avais pas de gestion d'état. Et là, la preview me montre que ça fonctionne. Si je le télécharge dans l'appli, ça marchera. Et ce qui ne marchait pas tout à l'heure ne marchait pas dans le téléphone, avec certitude. D'accord? C'est juste une facilité. Je n'ai pas besoin de recompiler, je n'ai pas besoin de retourner dans le menu où j'ai éventuellement ce composant-là, me reloguer, machin. Je peux tester ici. Très bien. On arrive sur la fin. Personne ne dort encore. Allez, bam. Voilà. Et puis, il y a toujours, oui, il y a certains cas, c'est un petit peu embêtant, c'est un petit peu irritant, ça. Il y a des moments où vous utilisez des composants de Jetpack et puis vous prenez un vilain warning sous Android Studio et dit « Ouais, mais c'est pas encore stable. » Ouais, ok. Il faut mettre at unstable API. Ça veut dire qu'un beau matin, ça peut changer. Hein. Ok. Donc voilà ma conclusion. Si vous avez l'occasion, faire du Jetpack, déjà, ça maintient vos skills, ça maintient votre CV à jour dans le monde d'Android. Testez-le, essayez sur des écrans simples. Si vous avez l'opportunité de le mettre dans des écrans un petit peu plus compliqués, vous allez voir la quantité de code que vous gagnez par rapport à avant. Expérimentez, utilisez-le et vraiment enjoy. Parce que les développeurs dont je fais partie et d'autres qui sont à cheval sur les deux technos, j'entends toujours quand il faut retourner sur l'autre.
c'est exactement la même chose que quand on a découvert, quand on connaît Kotlin, et on se dit qu'il faut revenir sur des projets Java. C'est la même chose, quoi. On le fait, mais voilà. Donc, ma recommandation, c'est si vous n'êtes pas encore au point, testez, montez là-dessus. Utilisez sur des nouveaux projets, si vous avez des nouveaux parcours clients. Si vous faites du KMP, vous n'aurez pas trop le choix. Notamment si vous faites du compose multiplateforme, vous n'aurez pas le choix, c'est du compose. Et moi je me dis, là, les gens qui ne font pas encore de compose, c'est un peu comme s'il y avait des gens il y a 3 ans qui ne faisaient pas encore de Kotlin. J'assimile ça à peu près à la même chose. Tu nous rappelles juste ce que c'est le KMP, parce que tout le monde ne connaît pas forcément. Ok, KMP, c'est Kotlin multiplateforme. C'est ce qui permet d'écrire du code commun entre iOS et Android pour les couches basses. Donc, accès, les appels services, vous utilisez Ktor. Le stockage en base de données, vous utilisez SQLite. Vous avez vos vues modèles, vous avez vos use cases. Tout ça, c'est écrit en Kotlin et c'est extrêmement bien portable entre iOS et Android. Mais ça s'arrête là. Pour les couches hautes, il n'y a pas encore de solution. Et le compose multiplateforme, qui est censé adresser cette partie-là, n'est pas encore assez mature. Et dès qu'on s'écarte des formulaires simples, ça ne marche plus. Mais sur KMP, allez-y. On a des projets, nous, développés KMP, qui sont en prod pour des banques, par exemple. Des banques bien connues en France. Pour le KMP, pour la gestion des dépendances, il faut, je crois qu'il faut utiliser Coin. Parce qu'avec KMP, il faut se linker avec des... il faut avoir des dépendances en Kotlin. C'est pour ça que pour les web services, c'est Ktor et pas Retrofit. C'est pour ça qu'on utilise SQLite et non pas Room. Et je crois que pour la gestion de dépendance, Coin, le cas de Coin, c'est Kotlin, je crois qu'il marche. Voilà. Et je suis tout à bout, pour ceux qui sont encore réveillés.